La maladie s'appelle leishmaniose cutanée. C'est une maladie qui existe, qui est endémique dans le centre et le sud de la Tunisie. Elle l'est aussi en Afrique du Nord. Elle existe aussi au Moyen-Orient. Elle existe en Amérique latine. Et elle pose un problème de santé publique dans le monde. Et elle fait partie des maladies négligées selon le classement de l'Organisation mondiale de la santé. Négligée pourquoi? Parce qu'elle touche les populations négligées et parce qu'elle est négligée par l'industrie pharmaceutique pour développer des médicaments, parce qu'il n'y a pas un intérêt économique important vu que ça touche des populations négligées et des populations pauvres. Ça, c'est le contexte. Chez nous, en Tunisie, cette maladie, il y a une recrudescence, une augmentation de cas vers le début des années 80 jusqu'aux années 90, notamment après la construction du barrage de Sidi Saad, dans le gouvernorat de Kérouan. Ce barrage-là a créé un environnement et d'une humidité qui a permis la multiplication des phlébotomes, qui est le vecteur de cette maladie, parce que je rappelle que cette maladie, elle est une maladie parasitaire, due à la transmission d'un parasite protozoaire qu'on appelle leishmania, par un vecteur qui s'appelle phlébotome, et le vecteur, il prend ce parasite d'un réservoir qui s'appelle Psamomys obesus ou de la famille des Meriones. Ce sont des réservoirs rongeurs. Alors, bien sûr, quand il y a à la fois le réservoir, quand il y a le vecteur et quand le parasite existe, ça donne une possibilité de transmission. Le plus souvent, la transmission se fait entre le vecteur et le réservoir. Mais accidentellement, le vecteur peut aller piquer pour un repas de sang un homme et c'est comme ça qu'il va lui transmettre le parasite. Et après, il va engendrer une lésion. Voilà, ça c'est la maladie, comment elle se développe. Cette lésion, elle est chronique. Elle peut se surinfecter et cette lésion, elle va guérir spontanément ou avec traitement. De toute façon, elle va guérir parce que ce n'est pas tellement méchant comme maladie. Elle n'est pas grave pour la santé en termes de santé, de vie, etc. Mais elle est grave par sa fréquence. Elle perturbe les systèmes de santé. Et puis, elle laisse, quand elle guérit, elle laisse une cicatrice qu'on appelle indélébile. Et quand ça touche les femmes, les jeunes filles sur le visage ou dans des endroits, ça peut entraîner des stigmates. Elle peut avoir un impact psychologique, un impact social au niveau de certaines populations. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison que les traitements sont importants. Alors, l'Institut Pasteur de Tunis, maintenant, vous me dites pourquoi leishmaniose. L'Institut Pasteur de Tunis a développé une expertise dans cette maladie. Et cette expertise ne date pas d'aujourd'hui, elle date du début du siècle dernier, notamment avec les activités et les recherches de Charles Nicolle, qui a dirigé cet institut, et avec la découverte du réservoir chien pour la leishmaniose viscérale, avec la description du Kala-Azar. C'était des découvertes très importantes qui ont été faites dans le début, en fait, du siècle dernier, au début du siècle dernier. Et suite à ça, et notamment dans les années, entre autres vers les années 80 et après ça, quand il y a eu effectivement les épidémies, la recrudescence des cas en Tunisie, l'Institut a aussi continué à travailler. Il a développé une expertise dans les domaines du diagnostic, dans le domaine du développement de traitement et dans le domaine des vaccins. À tel point que l'Institut Pasteur est devenu ce qu'on appelle un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour cette maladie. Il y en a 4 dans le monde, presque dans chaque continent, il y a un centre. Et l'Institut Pasteur et ses équipes et ses experts sont invités régulièrement par les différents comités d'experts de l'Organisation mondiale ou d'autres structures pour donner leur avis, pour donner des recommandations, notamment sur quel type de traitement il faut faire. Donc ça, c'est le contexte de l'expertise. Et donc, il était inconcevable qu'avec un pool d'experts et une épidémie qui se déclenche, que l'Institut Pasteur ne puisse pas s'impliquer et contribuer pour trouver des solutions pour le contrôle. Okay? Et c'est ce qui a été fait. Alors, dans la polémique qui est sortie, on parle d'essais cliniques qui ont commencé en 2002. C'est vrai, parce qu'en 2002, on a eu, disons, un autre type de partenaire, qui est le partenaire américain. Mais en fait, les essais et la recherche sur cette maladie, disons, pour développer de nouveaux traitements contre la leishmaniose, a commencé depuis le début des années 90, avec la recrudescence des cas. Alors, pourquoi je dis nouveaux traitements? Parce que les traitements actuels, qui existent jusqu'à aujourd'hui, parce que même le nouveau traitement que nous avons décrit et publié, il n'est pas encore commercialisé, il n'est pas encore fabriqué par l'industrie pharmaceutique, on va revenir tout à l'heure,
Mais les traitements donc, anciens et actuels, qui continuent à être utilisés, ce sont les sels d'antimoine que vous connaissez. C'est des médicaments toxiques qui s'administrent par voie injectable. On les injecte soit par la seringue, enfin, par injection autour de la lésion en local, soit par voie générale. Il faut faire une surveillance, il faut faire des analyses biologiques parce qu'il y a des toxicités qui peuvent toucher plusieurs organes. Dans certains pays, pour être très simple, ils sont interdits d'utilisation, ces médicaments-là. Donc, l'idée de trouver une alternative, notamment une pommade, parce que c'est une maladie cutanée, donc trouver une pommade qui peut diffuser serait quelque chose d'extraordinaire et pourrait être, disons, utilisée pas uniquement dans les structures du soin, mais même dans les écoles. En Tunisie, on a éradiqué le trachome en donnant des médicaments dans les écoles et avec un contrôle, bien sûr, des structures de santé. C'est comme ça qu'on a éradiqué des maladies. Donc on peut imaginer, disons, des stratégies de santé qui se basent sur un produit de ce type-là, disséminé à large échelle dans les structures pour arrêter ou limiter au moins les effets négatifs de ce fléau. Et le premier projet, c'était, comme je vous l'ai dit, donc dans les années 90, au début des années 90, et à l'époque, le sponsor, c'était l'Organisation mondiale de la santé, qui est venue nous voir et nous a financé pour développer un essai thérapeutique d'une pommade à base de paramomycine. On a fait cet essai, on a publié les résultats en 1995 dans American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, un grand journal qui est lu par les gens. Et dans cette étude-là, en fait, on n'a pas trouvé une bonne efficacité de la paramomycine telle qu'elle a été utilisée à cette époque. Et l'idée, enfin la discussion et le pourquoi de la non-efficacité, parce que la paramomycine en tant que molécule seule, quand on la met avec le parasite, elle tue le parasite in vitro, dans les expériences in vitro. Par contre, au niveau du traitement, ça ne marchait pas très bien. Et on a compris, ça c'est l'équipe qui a fait le travail, que c'était un problème de diffusion en fait, du médicament au niveau de la peau. Parce que la peau est assez épaisse, etc. La diffusion n'était pas très bonne. Ça c'est fin, disons, 95-96, la publication est sortie. Un chercheur de l'équipe de l'Institut Pasteur de Tunis rencontre un chercheur de l'Institut Walter Reed qui, à ce moment-là, a développé un excipient avec le même médicament. Il avait la même problématique, parce que quand on veut développer une pommade, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres pays, d'autres équipes dans le monde qui veulent développer. Il lui a dit, je crois qu'il y a un problème d'excipient, et moi, j'ai un bon excipient, et je vais développer ce produit, et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble pour voir peut-être qu'il est plus efficace. J'ai vu votre article, il est parfait, vous avez mené une bonne étude, mais nous, on aimerait bien, etc. Bon. Et c'est comme ça que cet institut Walter Reed, il a financé des recherches cliniques pour l'évaluation de nouvelles crèmes avec un nouvel excipient développé par l'Institut Walter Reed. Alors c'est quoi l'Institut Walter Reed? C'est un grand institut de recherche dans le monde. Il relève de l'armée américaine, il relève du département de la défense. Et d'où le lien avec cette histoire de connivence avec le Pentagone qui est rapporté dans les déclarations et dans la campagne calomnieuse de l'Institut. C'est quoi? En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, le département de la défense a de grandes structures hospitalières. Les meilleurs hôpitaux au monde, de grands hôpitaux, sont connus. Mais à côté de ça, ils ont aussi des centres de recherche très importants, dont l'Institut Walter Reed. Juste à titre d'exemple, cet institut a eu 7 prix Nobel de médecine. Cet institut, il est actuellement en train de développer de nouveaux médicaments et de vaccins pour certaines maladies qui font énormément de gâchis, énormément de malades, comme le paludisme et le sida, avec des recherches très avancées dans ce domaine. Et donc, quand on a eu, nous, cette opportunité d'interagir et de collaborer avec ce grand centre de recherche, on n'a pas hésité, même s'il appartient à la défense, parce que nous, on n'est pas en train de nous allier avec le Pentagone pour faire une guerre, on est en train de collaborer pour la science et pour développer des médicaments qui nous touchent en premier et pour lesquels on a déjà fait des recherches dans notre pays. Parce que notre objectif, bien entendu, c'est de développer des nouveaux médicaments pour notre population qui en a besoin. Et les choses ont été réalisées ainsi. Alors maintenant, donc on a fait bien sûr les protocoles,
on a obtenu l'accord des comités d'éthique, et en plus, on était impliqué dans une étude qu'on appelle multicentrique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul site en Tunisie. Il y a un site en France. Alors vous me dites, la France, il n'y a pas de leishmaniose cutanée en France, en fait. Mais c'est les Français qui partent dans les zones d'endémie. Quand ils reviennent chez eux, ils développent des lésions. Il y a un centre connu de maladies tropicales. Ils sont concentrés dans ce centre, et ce centre-là a été choisi pour être un site, un deuxième site. Et un site en Colombie. C'est une étude multicentrique. Et le protocole, alors, juste pour vous expliquer pourquoi il est rigide, et il est transparent, il est clair. Notre objectif derrière ça, c'est d'enregistrer le médicament. D'enregistrer selon les standards de bonne pratique de fabrication, selon les standards de fabrication et les normes, les exigences d'enregistrement. Donc, tout a été fait en respectant les normes internationales de bonne pratique clinique, de bonne pratique de laboratoire, avec tout le respect des exigences de qualité, les aspects éthiques, les aspects réglementaires, pour que le dossier, une fois préparé, on peut directement enregistrer. On va définir la population de l'étude. Okay. Alors, la maladie touche toutes les tranches d'âge, en fait. Touche les tranches d'âge qui vont de 4, 5, 6 jusqu'à 70 ans. Okay. Alors, la question d'inclure ou pas les enfants s'est posée, bien entendu, parce qu'il y a des règles en Tunisie, et la question se pose. Okay. Alors, d'abord, j'explique que dans le monde entier, et pour les essais thérapeutiques en phase 2, donc on s'adresse à des malades, ce n'est pas des volontaires sains, la phase 1 c'est les volontaires sains, on s'adresse à des malades. Donc dans le monde, en France, aux États-Unis, dans différents pays, il n'y a pas de problème d'inclure les enfants dans la mesure où le médicament est destiné à cette tranche de la population. Donc ça c'est déjà Et l'inclure les enfants n'a aucun problème éthique par rapport à la déclaration d'Helsinki, par rapport à toutes les normes éthiques internationales. Maintenant, je reviens au texte tunisien, parce qu'il faut aussi qu'on soit en conformité avec les textes tunisiens. Alors, dans les textes tunisiens, il y a d'une part un décret 90-1401 du 3 septembre 90, modifié en 96 et en 2001. Il est pris sur la base d'une loi de novembre 85 qui réglemente la fabrication et l'enregistrement des médicaments, qui est assez ancienne, auxquels sont annexées les dispositions et principes directeurs relatifs aux bonnes pratiques dans les essais cliniques. Qu'est-ce qu'il dit dans son article 2, donc ce texte? Il dit qu'il exige la pleine capacité juridique. Le sujet de l'expérimentation doit être majeur, jouissant de toutes ses facultés mentales et de ses capacités juridiques au regard des principes internationaux et particulièrement à celui de la dignité humaine. Ce sujet doit exprimer son consentement libre et éclairé de se prêter à l'essai clinique. Ça, c'est le texte qui régit ce que je vous ai dit là. Bon. Il y a le code de déontologie médicale qui existe en Tunisie. Et lui, il consacre son titre 6 à l'expérimentation et aux recherches sur l'homme. Différent. Il n'évoque pas l'exigence de majorité pour se prêter à l'essai clinique. Il justifie la recherche en médecine humaine, l'article 99, entraînant l'application de certaines conditions avant tout essai. Il s'agit de la qualification scientifique de médecin, de l'attitude de prudence. Alors maintenant, on a été confronté entre ces deux textes. Comment interpréter? Donc, sachant que l'autre but est vraiment c'est de la bienfaisance, parce qu'arriver à trouver un produit, c'est quelque chose de bien pour la population. Et la finalité, elle est incontestablement, d'après l'avis de certains experts que j'ai ici, qu'elle obéit au principe de bienfaisance, tant dans la formulation, donc quelque chose de moins toxique, de pas toxique pratiquement du tout, que le mode d'administration, sous forme de pommade, et en place et lieu des dérivés de l'antimoine, et on se situe dans cette perspective de foi et de guérison sans effet secondaire néfaste. Okay. Voilà. À partir de là, donc, et il y a, je le sais, il y a des autorisations, pour tout essai, il y a des autorisations qui sont données par le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé étudie ces aspects-là, et il peut autoriser ou pas. Les essais que nous avons réalisés en Tunisie ont été autorisés par le ministère de la Santé sur la base de la bienfaisance, sur la base du plus et de l'estimation de l'apport par rapport au risque. Pour ce point particulier, on a estimé que le risque d'une pommade était infime, même pour des enfants,
et que le bénéfice était important puisqu'on va lutter contre une maladie qui sévit de façon fréquente dans la région. Et on a été autorisé à faire ça. Juste pour information, cette loi qui était ambiguë et ces contextes ambigus, il a été clarifié récemment et actuellement il y a un décret qui est sorti en 2014 qui réglemente encore une fois les essais et qui apporte d'autres aspects supplémentaires. Il n'exige plus la majorité, mais il exige, on va dire, un cadre, un encadrement et des règles et des pratiques qu'il faut respecter. Et ces pratiques et ces choses ont été déjà respectées dans l'essai que nous avons réalisé, bien sûr, parce que nous, on s'est conformé avec tous les aspects éthiques et les déclarations d'Helsinki, etc. pour le faire. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect, pour l'âge. Et après, avec l'accord, on est parti pour faire ces essais. Alors c'est vrai qu'après, il y a des gens qui veulent nuire et tout ça. On a porté plainte contre l'Institut Pasteur. Il y a eu des choses qui ont été faites, même en Tunisie, je veux dire, par rapport à ça. Parce que vous savez, donc quand on fait des choses, on dérange quelque part. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors que vraiment, au passage, j'ai le bouquin de l'OMS, c'est une sorte de Bible des leishmanioses de l'OMS. À l'intérieur, suite à nos travaux, il recommande le traitement pour lequel nous avons démontré l'efficacité. Donc c'est juste pour dire qu'on a fait quand même avancer la science et ces choses-là. Alors maintenant, je reviens à l'histoire des 50 dinars, c'est ça? Alors, l'histoire des 50 dinars, c'est quoi? Quand on va faire un essai clinique, le sponsor c'est Waterreed, le partenaire et le PI c'est l'Institut Pasteur de Tunis, pour le site tunisien. Donc, et puis on recrute les individus, bien sûr il y a un consentement éclairé, pour les adultes ils signent, etc. Les enfants, il y a le consentement avec leurs parents, et les parents signent devant témoins, et même pour les enfants qui peuvent s'exprimer, qui ont 10, 12, 13 ans, on leur explique, et s'ils ne veulent pas, on ne les inclut pas, tout ça, ça a été respecté. Okay. Après, il y a l'histoire des gens qui se déplacent, parce que nous on va dans des centres, et on a une liste d'individus, et dans la région de Sidi Bouzid, en fait, ce n'est pas la ville de Sidi Bouzid. Hein. La ville de Sidi Bouzid est protégée. Il n'y a plus de cas de leishmaniose. Elle a été protégée grâce aux actions de l'Institut Pasteur. On peut revenir après sur ça. Mais c'est dans le gouvernorat de Sidi Bouzid que les cas existent, et comme vous savez, en Tunisie, il y a des villages qui sont dispersés, donc les gens se déplacent pour aller dans le centre de soins. Et conformément à la réglementation, à la fois tunisienne et internationale, il est prévu de compenser les déplacements, un sandwich, un café, les gens qui vont et qui viennent, avec un montant qui soit conforme à ça. Et on a donné 50 dinars à ceux qui ont accepté d'être là pour qu'ils puissent venir, aller. On ne peut pas donner sur la base de facture parce que ce n'est pas évident que les gens disent voilà, moi j'ai pris un taxi, ça m'a coûté tant que ça. On a fixé le montant à 50 dinars et on a travaillé. Et d'ailleurs, tous les patients ne l'ont pas pris parce qu'il y a des gens qui disent non, moi j'habite à côté, etc. Donc voilà. Donc il a été donné à ceux à qui on a proposé et qui ont accepté, dit oui, c'est vrai, moi je me déplace et je prends ça. Et tout ça, il est listé dans des bases de données avec la carte d'identité, parce que nous, dans notre gestion aussi de l'argent, c'est de l'argent liquide, donc on doit prendre des reçus, les gens signent, et tout est muwaffaq, il est bien documenté dans notre institut. Donc ça, c'est pour... Maintenant, il y a l'histoire de la connivence avec Israël, qui est sortie aussi. Donc on a le Pentagone d'un côté. Alors, bien sûr, après, avec le recul, parce que ces histoires datent, hein, parce que les essais, il y a eu un en 2002. Moi, je connais bien l'histoire. Bon, moi, je ne suis directeur que plus tard, 2007. Mais je suis un chercheur de l'Institut Pasteur. Et je suis là depuis presque 30 ans. Donc, et je travaille sur l'immunologie des leishmanioses. Et mes collègues qui travaillent sur ces aspects-là, on travaille ensemble. Donc je connais bien l'historique, etc. Ça date de 2002. Et il y a un autre qui a été repris en 2006. Donc c'est juste pour dire que c'est de l'histoire. Mais quand on revoit un petit peu le contexte et tout, avec une interprétation malsaine et avec cette histoire du complot, avec le truc que l'Institut de recherche relève de l'armée américaine et la compagnie israélienne qui a fabriqué des lots, et les enfants de Sidi Bouzid, l'endroit où a émergé la révolution en Tunisie, et les enfants, les pauvres enfants qu'on est en train de... Donc tout ça, ça fait un montage d'un scénario de crimes d'État, de crimes incroyables, alors qu'en fin de compte, on n'a fait que notre devoir, et on l'a fait pour le bien de nos populations.
Donc c'est ça, c'est incroyable. Donc le contraste entre comment on peut interpréter des choses et comment on peut les formuler et pour les déformer à une population qui est parfois qui ne connaît pas très bien toutes ces procédures, et même ceux qui ont fait le reportage et ceux qui ont fait les articles, ils ignorent les règles élémentaires de la recherche clinique, de la recherche thérapeutique, des essais. Ils sortent des choses incroyables. Ils parlent d'un médicament dangereux. Quelle dangerosité dans cette pommade à base de paramomycine par rapport aux sels d'antimoine injectables. Donc il y a un mélange d'ignorance, de mauvaise foi, et tout ça, ça fait un cocktail explosif d'obscurantisme et de négatif. Et alors, maintenant, vous me dites comment ça s'est fait, etc. Bon, on était là en train de travailler, à l'occasion d'ailleurs d'un colloque sur les leishmanioses, parce qu'on organise plein ici, on est centre formateur, etc. On reçoit une journaliste qui s'appelle Yasmine Rayen, elle est de Nouvelle-Zélande. Bon, elle parle difficilement le français, elle ne parle pas arabe, elle est venue, elle me dit voilà, je travaille pour la chaîne Al Jazeera, j'aimerais bien faire des reportages pour voir, parce que vous travaillez sur les leishmanioses. Bon, bienvenue, hein, on a fait un reportage. Elle m'a pris en interview, comme vous, mais avec des équipements beaucoup plus sophistiqués, avec une équipe nombreuse. Ça s'est très bien passé. Et elle m'a dit, maintenant, est-ce que je peux aller faire ça avec d'autres collaborateurs et ceux qui sont impliqués dans les cellules? Je lui ai dit, bien entendu. Donc, j'ai informé mes collègues, le principal investigateur, le professeur Afif Ben Salah. Au passage, c'est un expert de l'OMS pour cette maladie. Il aide non seulement la Tunisie, mais le Pérou et d'autres pays à mener à bien les programmes de lutte contre les leishmanioses. C'est un épidémiologiste qui a eu donc un master au Canada, puis un PhD à Oxford, en Angleterre. Il est professeur de médecine préventive et c'est avec lui que tous les aspects épidémiologiques, de terrain et de recherche clinique se sont développés. C'est lui qui est le directeur du futur centre d'investigation clinique de l'Institut Pasteur de Tunis. Donc c'est vraiment une personnalité hors d'une moralité extraordinaire. Donc j'ai donné les coordonnées de Safi Ben Salah, j'ai donné les coordonnées parce qu'ils m'ont dit l'aspect éthique et tout. Oui, on a un comité d'éthique. Juste au passage, notre comité d'éthique, il est le plus vieux comité d'éthique, le plus ancien de la Tunisie. Il a été créé avant même le comité national d'éthique médicale. On est formateur dans le domaine de l'éthique ici. Donc on est très averti par rapport à ces aspects-là. Moi-même, je suis membre du comité d'éthique à l'Institut Pasteur à Paris. Et je représente tout le réseau des Instituts Pasteur parce que pour nous, l'éthique, la déontologie, c'est très important quand on veut faire une recherche professionnelle. On n'est pas des amateurs. Okay? Alors, et donc, cette équipe est allée, ils ont invité le docteur Afif Ben Salah dans une sorte de chambre d'hôtel. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de lumière, il y avait plein de poussière, etc. Ils ont commencé à lui parler de ce qu'il fait, et puis après, ils lui sortent des documents. Vous travaillez avec l'armée américaine, et les enfants, et vous n'avez pas le droit, etc. Il a été perturbé. Il m'a dit, parce qu'il m'a appelé au téléphone, il faisait une crise d'asthme. Réellement, il faisait une crise d'asthme quand il a été harcelé de cette manière. Donc il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a appelé au téléphone et il continuait à enregistrer. Je dis, écoute, Afif, c'est pas grave, tu réponds, tu connais très bien le sujet, tu réponds à toutes les questions. Il est resté. Donc il a été vraiment... Et donc nous, quand on a appris ça, donc, déjà ça fait 1 an, on a informé le tribunal, parce qu'on a porté plainte. Hein, il y a eu des choses, c'est pas normal qu'on traite les gens comme ça, et on les accuse, parce qu'il y a eu des accusations. Là, on l'a accusé, les termes d'accusation qui concernent l'Institut maintenant. On l'a accusé d'être lié au Pentagone et travailler pour Israël, pour utiliser les enfants, etc. Les mêmes termes de... Bon, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on a porté plainte et on a informé par un courrier la Haïka en Tunisie et on a informé le syndicat des journalistes. Pour leur dire, il y a des journalistes qui traînent, ils ont fait ceci, cela, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est réglementaire? Voilà, on vous informe. Et puis, on s'est arrêté. Bon, on nous a dit que c'était pour Al Jazeera, déjà, dès le départ. Et ça a été confirmé d'ailleurs après avec la dame, la soi-disant réalisatrice. Donc c'est ça le contexte dans lequel les choses sont faites. Alors maintenant, quels sont les mobiles derrière? On a cherché, on ne trouve pas, parce que bon, en plus, tout ce qui a été fait, on ne l'a jamais caché. Toutes les autorisations, les dossiers qui vont au ministère, les questions qu'on s'est posées pour inclure ou pas les enfants, etc. Tout ça est transparent. Et l'essai, il est inscrit dans les bases de données clinicaltrial.gov international. Les publications, c'est des publications
publié par définition, accessible à tout le monde. Il y a les âges, il y a les consentements, il y a comment on a travaillé. Tout ça est transparent et limpide, etc. Donc on n'a jamais fait quoi que ce soit, et on n'a jamais fait au-delà de ce qui a été fait dans le cadre de cet essai, avec le Pentagone par exemple. On n'a pas comploté autre chose, on n'a fait que ça. Ok? Bon, maintenant, alors derrière ça, peut-être que c'est à mettre, disons, dans le contexte de l'évolution peut-être de la Tunisie. De Jazeera, on a vu ses réactions, on a vu ce qu'elle fait. On a vu peut-être, moi je ne le connaissais pas tellement, hein. Honnêtement, moi je ne regarde pas cette chaîne, donc je ne connaissais pas, mais après je l'ai su. Donc il paraît que c'est Abdelkader, il y a eu pratiquement une sorte d'information, de désinformation qui presque poussait les gens à se révolter. Bon, peut-être qu'il y a des scénarios ou des agendas qu'on ignore. Je suis sûr, et là je c'est grave, je suis sûr qu'il y a des connivences, peut-être même tunisiennes, et certaines tendances peut-être politiques qui veulent développer ces aspects-là. C'est presque une sorte d'atteinte au pays, moi je dirais. À travers l'Institut Pasteur, c'est peut-être, on veut toucher la santé, on veut toucher le pays. Donc c'est vraiment, moi c'est ça mon interprétation de cette chose-là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres raisons? De toute façon, nous, on a pris toutes les mesures réglementaires. J'ai informé notre conseiller juridique. Déjà, comme je vous ai dit, ça fait 1 an qu'on a porté plainte et qu'on a des dossiers. Donc on va suivre et on va aller faire notre enquête. Et toute personne, toute déclaration qui nuit à l'Institut Pasteur, au ministère de la Santé et au pays sera traitée selon les règles et selon la loi tunisienne et on ira jusqu'au bout.